utiliser le... Si ça ne chagrine pas trop vos oreilles. Bon. En tout cas, merci d'être venu. Et comme on dit, s'il n'y a pas la quantité, il y a certainement la qualité. Donc, je m'appelle Maurice Pifferet, j'étais enseignant dans un temps passé. Je me suis surtout occupé d'enfants en difficulté et j'ai mené des actions dites humanitaires, que l'on qualifie d'humanitaires, et ça m'a permis de réfléchir à tout ce côté, disons, humanitaire. Je dois quand même essayer de faire une intervention rapide en 3 temps. D'abord, vous expliquer pourquoi le titre « L'eau de l'étranger ». Ensuite, quelle est la genèse du bouquin, pourquoi, et surtout, ce que je compte en faire. Donc, la première des choses, c'est l'eau de l'étranger. C'est une tradition qui fait que quand un étranger se pointe dans un village en Afrique, il est accueilli par on lui donne un rafraîchissement. Alors, ce rafraîchissement, c'est parfois de l'eau, souvent du dolo, qui est une bière de mil non pasteurisée, et ou de la bière. Voilà. Et tout ça dans une calebasse qui circule de main en main, et donc de bouche à bouche, etc. On pourrait en faire tout un roman de ce geste qui est très émouvant et symbolique. Quand on arrive dans un village en Afrique, on n'est pas a priori un intrus. Alors suivez mon regard par rapport à ce que nous vivons. Vous voyez, donc on n'est pas un intrus. On peut l'être si on ne le mérite pas, mais a priori on est hôte. Et on vous considère comme un hôte digne d'être reçu, avec tous les honneurs qui sont, etc. Bien sûr, tout ça aussi on pourrait en parler parce qu'il y a des sous-entendus, des idées, etc. que nous avons implicites. Alors, pourquoi ce livre? Parce que je suis allé souvent, toujours dans le même village, et peut-être pas dans 30 ans, hein, et j'ai connu des personnes que je pense que je connais dans leur intimité, vraiment. Je connais leur famille, je connais les enfants, je les ai vus grandir, je les ai vus comme ça, on communique encore. Et tout ça, c'était un tas de notes écrites, éparses, écrites dans un 4x4, sur une piste, des émotions, de ça. Mais tout ça, j'en faisais rien. Si ce n'est que mon propre souvenir, qui ne sert à rien. Donc j'ai voulu partager. Et en décortiquant toutes ces notes, petit à petit, c'est le mystère de l'écriture, parce que là aussi, il faut dire quand même qu'il faut se pencher vers l'écriture. C'est pas un travail de compilation, c'est un travail d'écriture, ce que j'ai voulu faire. Au fur et à mesure, c'est ça, comme un mystère, ça s'est mis en place. Il y a eu une série de petits textes courts, que j'ai voulu vivants, que j'ai voulu parfois humoristiques, parfois sensibles, parfois poétiques. Ça, c'est le lecteur qui le juge. Parce que quand on écrit, on livre un écrit au public, et puis il ne vous appartient plus. Mais voilà ce que j'ai voulu faire. Donc ces textes se sont agencés les uns à côté des autres, puis je cherchais des passerelles, et puis je n'ai pas trouvé, puis j'ai dit c'est comme ça. S'il n'y a pas de passerelle, on ne peut pas faire ni un roman, ni un essai, ni donc Par contre, on se documente. Là, je me suis documenté énormément et j'ai beaucoup lu. Il y a toute une bibliographie à la fin du livre. On part de
de journalistes comme Kapuscinski, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était un Polonais qui a écrit un livre merveilleux sur l'Afrique, qui s'appelle Eben, mais ça ferait l'objet d'une autre conférence, toute une série de livres sur l'Afrique qui méritent d'être lus. Et donc, en me documentant, j'ai constaté que les essayistes, les journalistes, avaient des réponses aux questions que je me posais. Eux, ils avaient leurs réponses. C'est pas une réponse universelle, mais c'était leur réponse. Et je me suis dit, mais finalement, toi, tu as de quoi leur donner des arguments. Une rencontre sous un arbre, sous un manguier ou un baobab, et une discussion dans la nuit avec les gens du village, avec le chef du village, etc. Tout ça, c'est éclairé aussi par des recherches anthropologiques. Et certains m'ont même dit, tu as fait un travail remarquable sur... Enfin, je dis ce qu'ils m'ont dit, sur l'anthropologie et la mentalité des gens comme nous qui vont du Toubab, parce que le Toubab, il faut comprendre que c'est le blanc qui va en Afrique. Hein. Et celui qui va à la rencontre des Africains, donc tu as fait tout un travail intéressant, par exemple, sur la mentalité de celui qui veut aller vers les autres pour les aider, au départ. Voilà, donc tout ça, toutes ces notes, ben, je les ai mis sur un texte, dans des textes qui se sont mis les uns à la suite des autres. Tout au plus, je me suis forcé sur la fin d'écrire 2 textes. Pourquoi l'Afrique? Parce que c'était une interrogation de ma mère, dans ma famille, on n'a rien à voir avec l'Afrique, personne n'y a jamais été, c'était plutôt en Catalogne, de l'autre côté. Mais on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? Pourquoi tu es là-bas? Comment se fait-il que tu te sentes si bien là-bas? Bon, ben, c'est des mystères, ça. Et donc, j'ai écrit ce texte, pourquoi l'Afrique? Et ensuite, j'ai essayé de dire ce que je crois, parce que je m'engage. Moi, je me considère plus comme un militant que comme un bénévole d'une association, maintenant. Alors qu'au départ, ben, j'ai fait comme beaucoup, on a été sensibilisés par des rencontres, etc. Alors, voilà. La troisième partie, c'est essayer de discuter avec tous les gens qui sont engagés dans des associations humanitaires, de savoir si les questions que je me suis posées et sur lesquelles j'ai essayé de répondre, auxquelles j'ai essayé de répondre, correspondent à celles du moment. Et je me suis rendu compte qu'en discutant, si je suis trop direct avec les gens, ben, à force de parler, les oreilles se ferment. On ne vous écoute plus. Donc j'ai écrit, j'ai livré, et j'ai dit maintenant vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, je peux en discuter, je peux me défendre, m'engager, ou bien... mais c'est écrit, c'est dit, et voilà, j'ai plus de... Je ne veux pas non plus répéter toujours les mêmes choses. Alors on en parlait tout à l'heure sur, par exemple, le don, sur les collectes, sur tout ce qui fait les actions dites humanitaires, qui ne sont pas à rejeter. Alors, si je suis trop brute, on croit que je suis contre. Pas du tout. Il faut commencer comme ça. Les gens commencent par une collecte, rassemblement. Mais encore faut-il savoir ensuite comment on le traite. Qu'est-ce que ça apporte? Pas forcément parce que c'est détourné, pas du tout. C'est pas du tout ça que je dis. Bien sûr que c'est un danger, mais savoir comment c'est reçu, comment c'est perçu, et qu'est-ce qu'on en fait par la suite. Et quelle serait la meilleure des solutions. Et j'ai toujours pensé, et là je me suis engagé, j'ai toujours pensé que les relations personnelles avec un tel ou un tel ou tel, elles sont indispensables. Mais elles ne sont pas, ce n'est pas les piliers de la coopération. La coopération, c'est être deux pour un même projet.
voyez ce que je veux dire? Donc, il faut une institution. Si une association ne se base que sur la bonne volonté de personnes ici et de personnes là-bas, au bout d'un moment, il va y avoir des difficultés. Il y aura des difficultés si elle est aussi inscrite dans un cadre institutionnel. Je pense une association de l'autre côté. L'association ici qui est validée par une autre institution qui est par exemple une mairie, et de l'autre côté, l'association aussi qui est validée par une mairie. Et on arrive à ce qu'on appelle une coopération décentralisée. Ce n'est pas du sommet de l'État au sommet de l'État du pays, c'est des collectivités locales à collectivités locales, décentralisées. Alors là, c'est beaucoup plus complexe, mais il faut dire aussi que c'est beaucoup plus intéressant sur le plan du financier. Parce que si je dis que par exemple des ressources, des financements pour des projets sur l'eau ne sont pas utilisés en France, les gens bondissent. Or, l'agence de l'eau est à la recherche de projets. Pas de projets individuels, de projets d'une mairie avec une autre mairie. Encore faut-il se donner la peine de remplir les dossiers, etc. Dans le département, il y a des gens qui travaillent avec ça. Par exemple, vous allez à l'ENIA, ils reviennent du Kenya, eux, ils sont en coopération décentralisée. Ils ont dans leur PASIA à la rivière, à une époque, le Soleil avait aussi des financements de l'État. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que les collectes, les repas que l'on fait avec les personnes, donc j'en ai fait des dizaines et des dizaines, c'est intéressant, mais il faut aller plus loin. Et surtout, il faut réfléchir et penser le point de vue de l'autre. Et commencer, le préalable, c'est de dire, j'ai en face un individu, j'ai en face de moi un homme, et moi aussi, je suis un peu comme lui. Donc, on est pas à égalité sur le plan matériel, mais sur le plan intellectuel, on doit pouvoir l'être. Mais ça, il faut du temps. Il faut du temps, il faut des palabres, il faut discuter, il faut être dans le village, il faut écouter, il faut boire avec eux le dolo, il faut partager la calebasse, pas avoir peur de prendre, le mettre dans la bouche quand l'autre l'a mis à côté. Bon, ou en faire semblant, il faut trouver le système de toute façon. Mais il faut être avec eux, il faut bon. Donc, et puis ça vient naturellement quand on y croit. Quand on y croit et quand on se rend compte que finalement, l'autre et moi-même, quoi. Enfin, on a des personnes en face qui méritent d'être connues et pas méconnues, comme on le fait trop souvent. Donc d'où peut-être la raison principale pour laquelle je ne passe pas d'images, parce que des images, j'en ai. Vous me verrez avec le chef du village, ah oui, bon, voilà, bon, c'est le touap qui va là-bas, qui est installé dans un fauteuil au milieu des autres, etc. On le reçoit. C'est pas intéressant parce que ça enquiste les idées reçues sur la pauvreté, alors que tout ça, ça demande encore beaucoup de discussions là-dessus. Voilà, donc essayez de se rapprocher de ces personnes et de continuer à communiquer avec eux. Communiquer coûte que coûte. Alors, la difficulté actuellement, c'est qu'on ne peut pas aller au Burkina. Par exemple, moi je vais au Burkina, je ne peux pas y aller. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Parce que c'est eux-mêmes qui me le disent. On assurera ta sécurité 3 jours, mais quand on saura qu'il y a un toubab dans le coin, ça va éveiller, aiguiser des appétits. Et il va y avoir des groupes de djihadistes ou des groupes mafieux, je n'ose pas dire des trabucailles du désert, parce que ce serait méprisant pour les trabucailles, moi je ne suis pas. Mais en fait, c'est des groupes qui se... Voilà. Donc on ne peut pas y aller. Donc comment maintenir la relation
quand on ne se voit pas. Et ça, c'est très difficile. Les gens ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans l'association École sans frontières 66, que j'ai dirigée, que j'ai créée, que j'ai dirigée pendant... Enfin, dirigée, non, que j'ai animée pendant quelques temps. Ben, on essayait de faire des actions ici, de communiquer par vidéo. Parce que c'est faux, il ne faut pas croire, hein. Les téléphones et la vidéo, ça marche bien. Hein. Il y a plutôt deux téléphones en agent de poche qu'aucun. Hein. Dans n'importe quel paysan dans la brousse, ben, il a son portable. Hein. Donc on peut... Et puis, alors là, vous voyez, je digresse aussi au fur et à mesure, mais Orange investit beaucoup. Je parle de Orange, la téléphonie Orange investit beaucoup en Afrique. C'est pas pour rien. Hein. Et puis ils investissent, mais donc il y a des antennes relais, Internet et tout ça. Donc on a le moyen de communiquer. Et ce que disent les gens ici, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Ben oui, c'est vrai que quand on ne les connaît pas, on a du mal à dire parce qu'on a plein d'idées, pas tout à fait fausses, mais certainement pas justes sur eux. Voilà. Et ils ont énormément à nous apporter. Alors ça, c'est un plaidoyer que je fais, je veux dire, que peut nous apporter l'Afrique? C'est difficile à prouver, il faut le sentir, parce que non matériel, si vous voulez. Je donne un exemple très rapide, la perception des personnes âgées. Comment le conçoivent-ils une personne âgée? Bien sûr, certains vous diront, ouais, mon fils, c'est ma sécurité sociale, quand je serai vieux, ce sera lui. Il le conçoit comme ça. Mais c'est autre chose, il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. Des choses que nous avons peut-être perdues. Bon, voilà. Il y a ça. Il y a, alors là, actuellement, sur le tri des déchets, la récupération, et puis, surtout, une forme d'écoute et, j'allais dire, de démocratie, même si ce n'est pas la même que chez nous. Il ne faut pas croire, quand on voit l'histoire de l'Afrique, il y a eu des grands empires qui n'ont pas fonctionné comme nous, d'une façon, avec des votes, des démocraties, mais il y avait d'autres formes de choix de l'individu. Et ça, tout ça, il faudrait qu'on s'en inspire. Au moment où notre démocratie commence à battre de l'aile un peu, peut-être qu'il faudrait étudier. Non seulement aller regarder du côté de la Catalogne de chez nous, savoir comment ils ont fait, hein, mais aller plus loin aussi. Il n'y a pas que nous qui avons vu ça. Donc, si vous voulez, les choix des personnes et des décisions. Ça aussi, on a à apprendre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, si vous voulez, moi, l'idée de l'autre, entre guillemets, c'est le fil rouge qui a conduit toutes ces chroniques. Avec des faits, au départ, des faits avérés, et après, on réfléchit, on le relie à quelqu'un qui a réfléchi un petit peu plus, qui a fait des essais, hein, à quoi sert la coopération. Il y a plein de personnes qui diront ça n'a jamais réussi. Depuis qu'on fait de l'aide à l'Afrique, je veux dire, on en a mis des millions et des millions, hein, et ça n'a pas forcément marché. Voilà, donc, si vous voulez, moi, mon bouquin, c'est une base de réflexion. Je ne dis pas que je vais inciter les gens à réfléchir, mais ça peut apporter des éléments, et le fait de l'avoir écrit, quand même, ça structure un petit peu la pensée, l'écriture. Voilà. Je voulais simplement peut-être lancer la discussion sur tout ce que je viens de dire, mais sur les stratégies de coopération. Voilà. Beaucoup de gens, je pensais peut-être que d'autres personnes seraient engagées dans des associations sur le terrain. Hein. Bon, mais c'est pas grave, hein. Si on peut en parler quand même. Voilà. En tout cas, sachez que j'ai voulu donner ni de leçons, ni de recettes. Et les certitudes, j'en ai certaines, j'en ai quelques-unes,
mais elle serait mise à mal facilement. Hein, je veux dire, donc, il ne faut pas le prendre comme un manuel du bien coopérer. Voilà. Et si à la fin de la lecture, il y a des certitudes qui sont bousculées et des a priori qui sont malmenés, des idées reçues qui sont foulées aux pieds sur ben pourquoi pas, j'aurais réussi un peu quelque chose, voilà. Donc je ne vais pas m'étendre parce que je serai trop bavard. Concrètement, pas, à part le dialogue, l'amitié qui est née, qu'est-ce que tu faisais de... Moi, on s'était rencontrés, je m'occupais d'aide et action, des délégués départementales. J'envoyais de l'argent pendant 10 ans en Afrique puis en Inde. Et il y avait des correspondances où les élèves envoyaient des dessins. Et je devais aller en Inde et je ne suis pas allé. J'étais assez frustré de ne pas rencontrer cette famille. Et puis, aide et action, il y a eu des malversations. Il y a Manu Dibango qui donnait des concerts gratuits à la fin, mais ça s'est arrêté. Mais le but, c'était de construire des écoles, des toilettes, voilà. Et surtout de garder les jeunes, parce que les parents veulent utiliser les jeunes pour l'agriculture. Hein. Ah oui. Voilà, c'est ça le danger. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Alors, là, plusieurs choses. Bon, c'est un peu la genèse de l'historique de l'association École sans frontières. Au départ, on est parti au Mali et j'étais à Thessalie. Je suis allé jusqu'à Thessalie, là où la force Barkhane avait son truc. Alors je comprends, entre parenthèses, là je comprends très bien les pauvres soldats français dans cette région qui est truffée de grottes et de tout ça, à faire avec des djihadistes, et croyez-moi qu'ils ont dû en baver. Bon, bref. Donc au départ, on était à Thessalie pour aller. On a financé une école, je correspondais avec un instituteur, etc. Mais très vite, il y a eu un problème, déjà à l'époque, il y a 30 ans, c'était avec le gouvernement malien et les Touaregs, et puis il y a eu des massacres, on a dit c'est pas notre rôle. Donc on est parti, un ami nous a conduits dans un village au Burkina. Il a dit voilà, moi si tu veux, je te fais connaître le village d'où je suis. Et on a commencé à travailler, et alors tous les ans, on suivait le plan de développement du village. Au départ, c'était pas une mairie, puisqu'il y a eu des municipalités, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a des municipalités. On a vu l'émergence de municipalités. Mais au départ, ils avaient un plan de développement. Donc, première chose, écoutez. Écoutez ce qu'ils veulent. Et pas arriver en disant, on va vous construire ceci ou cela. Même si c'est flagrant qu'il faudrait en construire. Donc, on attendait qu'ils nous disent où ils en étaient de leur construction et comment ils étaient embêtés. Par exemple, des fois, il y avait les murs, mais il manquait de l'argent pour faire le toit. Donc, on ne pouvait pas. Donc, voilà, nous, on finançait ça. Voilà. Et pendant des années, pendant 30 ans, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, pendant 30 ans, qu'est-ce qu'on a mis? Peut-être 10 000, 15 000 euros tous les ans. Faites le compte. Et alors on a trouvé sur place une autre association qui était du Gers, de Condom, qui faisait comme nous. On s'est associés tout en gardant nos spécificités, mais on avait les mêmes projets, on finançait les mêmes projets. Donc vous multipliez 15 000 euros par an par 2, ça fait 30 000, vous le multipliez par 30. Vous voyez l'argent qu'on a injecté dans le village, qui se voit. Il se voyait du moins, parce qu'il y a eu quand même, au bout de 30 ans, les constructions, elles fondent, hein, quand on fait du banco ou du pisé, ça fond, si on n'entretient pas, bon, etc. Tiens, entre parenthèses, par exemple, quand on dit qu'on pourrait profiter d'eux, il y a des maçons extraordinaires qui construisent des maisons qui sont autosuffisantes en énergie, qui n'ont pas besoin ni de chauffage ni de rafraîchissement, mais à condition de les construire en banco. Ici, on en fait, ça s'appelle la voûte du bien. Donc si on les écoutait, eh bien, on gagnerait du temps. On gagnerait du temps. Je ferme la parenthèse.
pour dire ce qu'on faisait. Donc, on avait un plan de développement, tous les ans, qu'on le suivait. Actuellement, il est réduit à la peau de chagrin, parce que d'une part, on ne pouvait pas faire de manifestation, donc on essayait de récolter des sous. Et au Burkina, il n'y a plus de municipalité. Il y a eu un coup d'État qui a fait que les municipalités sont... Attends, on attend, il y a une commission spéciale qui gère avec le préfet, etc. Donc, on ne peut pas trop discuter avec eux. Et il faut, je dois dire aussi, qu'on a perdu un petit peu la communication avec les authentiques du village. Vous voyez et puis, donc, c'est un peu difficile. À partir du moment où on ne peut pas y aller, c'est difficile. Donc, actuellement, je crois qu'on s'oriente plutôt vers, pour thésaurie, actuellement, hein, on thésaurise en vue d'une prochaine action, cette fois qui sera, malheureusement, qui sera humanitaire et alimentaire. Parce qu'il y a une pénurie qui se profile, ça ne sera pas piqué des verres. Ça sera... Mais bon, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'il faut quand même prélever. Et puis, bon, je ne sais pas que va devenir le Burkina, si ça sera un califat, ou etc. Ça, c'est encore une autre parenthèse qu'on pourrait faire assez longue. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? La France et la présence française dans ces pays-là. Alors, hein, comment ils voient l'armée? Alors, actuellement, on a entendu dire que la force Barkhane était mal vue. C'était, pour certains, c'est une force d'occupation. Moi, je peux vous garantir que tous les gens que j'ai connus quand je suis allé, chaque fois que j'y vais, c'était très émouvant de voir la sollicitation, enfin, le souvenir qu'ils ont des Français. Beaucoup d'anciens soldats, vous savez qu'à Perpignan, on avait le 24e RIMA. Le 24e RIMA, il y avait la force africaine, la force noire, qu'on était allé chercher pour compenser les pertes de la guerre de 14 et la guerre de 18. On était allé les chercher pour les mettre au front et mettre en première ligne nos tirailleurs dits sénégalais qui étaient plutôt burkinabés. Hein? Et puis, donc, eux, malgré tout ce qu'on leur avait fait, la première des choses qu'ils nous montraient, c'est les médailles. Moi, je me souviens d'avoir vu un Ogon au nord du Mali, enfin non, dans le pays d'Ogon au Mali, ceux qui vivent en solitaire dans les collines, on était montés le voir, et de suite il nous a sorti une malle où il a sorti la capote avec ses médailles. Je disais, mais pourquoi tant de prévenance avec des gens qui vous ont fait pas de mal, mais je ne sais pas. Vous voyez? Donc, la perception des Français, c'est très bien. Et surtout un Toubab qui va... une association qui arrive dans un village, elle est bien reçue. Et ils ne sont pas bêtes, ils savent ce qu'il faut faire pour bien les recevoir. Et puis, éventuellement... Par contre, pour leur faire dire qui a financé ceci ou cela dans le village, c'était plus difficile. Il faut vraiment de la confiance. Parce que nous, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres associations, les Canadiens, les Espagnols avec Caritas, tout ça, qui venaient financer des opérations. Je peux même vous citer des gens dans le département qui ont financé un collège qui venait d'être financé par des Belges. Vous voyez, quand vous dites ça, on peut dire « Ah ouais, les Africains, c'est des voleurs ». C'est pas ça. C'est qu'on est naïf, on n'a pas construit le projet comme il fallait. Vous voyez, par exemple. Donc, on s'est chaque fois essayé d'écrire, de se baser sur ceux qui voulaient construire, par exemple, le plan local de développement, et puis installer cette convention d'une façon officielle. Bon, si elle n'est pas respectée, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, hein, mais bon, en tout cas, c'était écrit, c'était... Voilà, il y a eu des protocoles, parce qu'en Afrique, là aussi, hein, il y en avait des protocoles,
là, vous êtes quelqu'un d'une association va en Afrique, il est reçu comme un roi, on le met sur une chaise au milieu des autres, il y a des danses, il y a tout ça. Il ne faut pas se laisser, emporter. Il ne faut pas croire que les rois, on vous met dans une situation de donateur potentiel. Hein? C'est une preuve d'intelligence. Bon, voilà, c'est tout le tapis. Si on est naïf, si on croit qu'on a fait ça. Combien d'associations ici disent on a fait ceci, on a fait cela, on leur a donné, on leur a fait. Commencez par les écouter avant de proposer. Commencez par écouter. Et vous vous rendrez compte que c'est pas ça. Je vais faire une autre parenthèse. On a amené un jour un chef d'entreprise qui est venu avec nous. Mais de suite, il a vu, on est allé du côté de Calaba, par là-bas, et il y a des mangues en pagaille, les cochons, on les mange même plus, tellement il y en a. Mais il a dit, mais tout ça, c'est perdu. Et j'ai dit, pourquoi vous les cueillez pas? Le transport était trop difficile. Et lui, de suite, il a eu l'idée, il a dit, on va faire une sécherie. On va leur proposer de faire une sécherie de mangues. Ils n'ont pas dit non. Il est allé 3 fois. Une sécherie qui ne coûtait rien, on l'avait financé, il y avait les panneaux solaires, il y avait tout. Et ça ne correspondait pas à leur façon de faire. Oui, il disait oui. Et à la fin, on a pu percevoir j'essayais de comprendre, mais qu'est-ce qui les retient? En fait, ce qu'ils voulaient, c'est que l'argent, on fasse un élevage de poules blanches. Allez savoir pourquoi? Eh bien, la poule blanche, c'est celle que l'on coupe le cou pour faire les sacrifices. Et c'est celle que l'on offre aux visiteurs de passage. Ça, c'était intéressant pour eux. Et pourquoi pas? Il ne faut pas dire qu'ils sont stupides, ils n'ont pas voulu l'usine de mangue, la sécherie. Parce qu'après, c'était plus compliqué, il fallait trouver le circuit, etc. Voilà. Donc, les écouter d'abord, et ensuite, on fait. Est-ce que je ne vous ai pas trop noyé de le dire? Vous étiez bien accueillis par la population, mais le gouvernement, comment il voyait cette association? Le gouvernement, bien sûr, il le voit bien. Oui, oula, mais j'ai été reçu, moi. Mais on pourrait se gargariser de... j'ai un jour, à l'hôtel à Ouaga, un 4x4 est arrivé, tout blanc, avec des roues comme ça, qui, rien que la roue, coûtait plus cher que 4 années de financement. Et bien, qui c'était? C'était le président de l'Assemblée nationale, Maurice Mélégué Traoré, qui nous a reçus. Et grande pompe, on a été chez lui, voilà. Donc on a bu du Beaujolais nouveau, du vin nouveau. Moi j'aurais préféré le pastis, mais il m'a servi du Beaujolais. Voilà, des melons, des trucs. J'ai dit, mais pourquoi vous nous faites ça? On n'en veut pas, nous, de ça. Et il nous a fait visiter Ouaga 2000. Voilà, nous on voulait voir son village. On voulait parler de cette sécherie de mangue. Mais non, lui il nous a montré tout ça. Donc on était bien reçus. Et on aurait eu. Et alors, voilà, je vous donne cet exemple parce qu'on croit des choses. Lui-même nous dit, écoutez, regardez, il nous ouvre un porte-monnaie. C'est une anecdote, mais qui vaut quand même. Il ouvre un porte-monnaie, il me dit, vous voyez là, il y a 50 francs dedans. J'ai dit, oui, bon, et alors, il dit, c'est des enfants d'une école qui me l'ont envoyé pour que je construise, que j'aide les écoliers. Il dit, mais qu'est-ce que j'en fais de ces 50 francs? Il faut que je les change. J'ai pas de compte en banque, moi. Je vous parle quand même il y a 15 ans ou 20 ans. C'est plus de... J'ai pas de compte en banque. Comment on fait? Vous voyez, le bon cœur de ces enfants, il fallait... Bon, c'est bien que c'était au départ, mais ensuite, il faut l'utiliser, et l'utiliser ici et là-bas, pour en faire quelque chose de constructif et de construire. Voilà. Donc, bien reçu. Maintenant, c'est vrai qu'on lit dans la presse quand même. Mais eux, actuellement, jamais personne ne nous dira s'il y en a un qui est opposé aux Français, qui est contre l'armée française, ils ne nous le diront pas. C'est un peu ça aussi, l'Afrique. Il faut parler
africains. Il faut discuter. Et bon, moi, c'est vrai que j'étais passé un peu expert là-dedans, avec eux dans les réunions, mais je me suis fait ramasser quand même, quelques fois. Je peux encore parler. Je me suis fait ramasser une fois, un exemple, réunion, je le raconte dans le livre, pour vous dire que les anecdotes ne sont pas insignifiantes. On était devant la préfecture, dehors, parce que bon, on est dehors, et ça discutait, ça parlait sur les projets, et nous, on devait partir le lendemain, on devait prendre l'avion. Et je savais qu'à 6 heures, ping, la nuit tombe. On ne parle plus. Enfin, on ne peut pas. Puis nous-mêmes, c'était embêtant, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Hein. À part les yeux et les dents, on ne voit pas. D'ailleurs, je pouvais leur dire, moi, ils comprennent rien, quoi. Donc, il m'a pris l'idée, parce que ça discutait sur 2 sacs de ciment qui étaient restés au soleil ou pas, ben, ils étaient gâtés, comme on dit. Bon, ils sont pourris, et donc, on faisait la leçon à celui qui les avait laissés périr. On lui disait, voilà, les Français te portent du ciment et toi tu le laisses périr. Il a gueulé. Il a gueulé en 2 ou 3 langues, en moré, en dioula, en bamba. Bon, et toujours avec un traducteur, chaque fois. Hein, tout le monde s'écoute, ça c'est... Et on parlait de ça. Au bout d'un moment, moi j'ai dit, écoutez, la nuit va tomber, on va s'arrêter, moi je voudrais qu'on parle des projets, parce que demain on prend l'avion. Et il y a un chef, il se lève, avec sa veste, il a sorti son boubou, là, comme ça. Il m'a dit, Maurice, tu es bien gentil, mais ici, tu es chez nous, si on n'a pas fini ce soir, on continuera demain. Bien patron. Moi j'ai rien dit, et j'ai pris pour mon grade. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, bon d'accord, tu es pressé de vouloir, mais tant pis, nous, on doit continuer à parler. Voilà, mais ça, il faut être près d'eux. Il faut qu'ils puissent vous le dire, ça. Parce que sinon, ils ne vous le diront pas. Ils ne diront pas. Moi, ça l'ai fait. Voilà. Tout ça pour vous dire comment on était perçu. Hein. Et puis, bon, quand tu dors dans la case du chef, que tu acceptes de dormir dans la case du chef, que tu acceptes, et là je le raconte aussi, que tu dors dans un matelas, parce qu'ils se privent du matelas en mousse pour nous le donner à nous, il faut savoir ça aussi. Hein, il ne faut pas croire. Et ils nous offrent le matelas en mousse, et puis que le matin ou dans la nuit, tu te réveilles et qu'il y a les poules, les choses, et les enfants partout, qui dorment, qui sont venus, qui dorment partout, et qui vont, voilà. On est la famille, quoi. Donc c'est très émouvant quand même. C'est très émouvant, mais aussi ça apporte des choses. On sent tout ce qui peut se passer dans la tête. Voilà. Oui. Moi j'ai une question. Tout à l'heure, en petit comité, vous nous parliez du don, du contre-don et du sens de tout ça dans le... Est-ce que vous pourriez développer un peu plus, finir? Je ne vais pas développer les théories de Moss qui parlent du don, du contre-don, etc. Ah, c'était votre expérience. Non, mais non, mon expérience, c'est cela, mais elle a été aussi installée par des écrits et par des recherches. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas rien. Donner en permanence à quelqu'un sans lui donner la possibilité de rendre, ce n'est pas de respecter. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir des conventions exigeantes qui renvoient. Bien sûr que le matériel de leur côté ne pourra pas, on ne va pas leur demander de financer quoi que ce soit, mais un dessin, une vidéo, actuellement une vidéo, un dessin, quelque chose qui fasse l'effort de nous apporter quelque chose. C'est très long et très difficile. Alors la correspondance scolaire aussi au départ, j'en ai fait des correspondances. C'était très difficile parce que c'était le prix du timbre qui bloquait. Bon, après, bon, voilà. Et j'avais fait aussi un moment, j'ai fait écrire, moi j'étais enseignant en SECPA, ou en CES,
section d'éducation spécialisée des enfants qui ne supportent pas l'écriture ni rien. Ben, ils ont écrit un bouquin qui s'appelait Duo d'écrit. Duo d'écrit, c'était écrit en duo. C'est-à-dire qu'on a commencé l'histoire ici, qui s'est terminée au Burkina, par les élèves eux-mêmes qui ont écrit l'histoire du Terre, etc. Histoire de les mettre en relation les uns et les autres. C'est très, très long et très compliqué. Alors maintenant, on essaie d'installer ce qu'on appelle le pont numérique. Ben, il y a des gens qui construisent des murs. Hein? On en voit dans le monde, il y a des gens qui construisent des murs. Ben, nous, ben, on fait des ponts, on construit des ponts. Même s'il est numérique, ça veut dire qu'il y a des groupes WhatsApp ici, un groupe WhatsApp là-bas. Même s'il y a 80% de choses inutiles, ben, c'est quand même intéressant. Et donc ça aussi, c'est une façon de rendre... Est-ce que j'ai répondu à votre question là ou pas? Oui, vous donnez des exemples. Hein, ils peuvent très bien donner de leur personne, nous recevoir. Voilà. Et il faut quand même toujours montrer qu'ils existent, qu'on donne, qu'on n'est pas. Parce qu'ils ne sont pas dupes. Je le raconte aussi dans mon livre, je veux dire, je le dis, ils savent très bien qu'à un moment, je dis, sous ma chemise, on voit la ceinture avec des billets. Ils l'ont vu, ils le savent que j'en ai. Et puis moi, je suis arrivé avec un 4x4 et un chauffeur. C'est pas la peine que j'aille leur raconter que je suis comme eux, etc. Ils le savent. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous ces gens qui se disent, enfin, qui vont voilà, faire de l'humanitaire, il y a un peu d'aventure aussi. Mais il ne faut pas être dupe. On trompe personne. Nous, on a des pognons, on y va. Bon, il ne faut pas les prendre pour des naïfs. Oui. Ils s'intéressent à la France, ils savent ce qui se passe, oui, ils suivent. Ouais. À une époque, donc vous voyez que c'est vieux. Hein, à Perpignan, il y avait une équipe de foot en deuxième division, je ne sais pas quoi, qui jouait en national à un moment, qui jouait au stade de Jean Lafont et tout ça, puis c'est tombé. Ils connaissaient les résultats de Perpignan, ils ne le connaissaient que par le foot. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une équipe de foot à Perpignan. Mais non, mais RFI, c'est le matin, on a RFI dans l'oreille, Radio France Internationale. Voilà, et maintenant il y a la télé et tout ça, bon, donc pas de problème. Hein. Ah oui, 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 ils savent. Alors, un autre exemple. Quand Chirac a bombardé l'armée de Gbagbo sur l'aéroport, il y a foutu toute tous les avions de Gbagbo, il les a détruits sur l'aéroport. Parce qu'il y a eu un problème d'assassinat, enfin bon, il y avait un problème entre la Côte d'Ivoire et les choses. Et ça, c'était une affaire qui durait depuis longtemps. Et ce jour-là, on était sous un arbre et on buvait une bière, une Braquina ou une Sobebra, excellente d'ailleurs. Hein? C'est autre chose que le Dolo, quand même, pour ceux qui... Une bonne bière. Et on discutait, on parlait de choses et d'autres. Et moi, je suis toujours sidéré de voir la connaissance qu'ils ont de l'histoire de France et tout ça. Et il y en a un qui écoutait RFI en discutant, et puis il dit, Maurice, il m'appelle, il m'interpelle, il dit, Maurice, maintenant, on sait de quel côté tu es. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, il y a Chirac qui a bombardé Gbagbo. Donc, j'étais donc le français qui était pro Ouattara, l'actuel président du Burkina, qui était lui, soi-disant burkinabé, etc. Bon. Donc Gbagbo, qui lui aussi avait été réfugié au Burkina, mais qui s'était bon, etc. Il y avait toute une histoire. Et il était donc, il suivait l'actualité bien mieux que moi. C'était Madame Elio-Marie qui était ministre de l'armée à l'époque. Et donc pour vous dire qu'ils suivent tout à fait l'histoire et ils savent beaucoup de choses sur nous. Ouais. Parce que j'ai été invité
à un débat sur Walter Benjamin, c'est là-bas le philosophe juif allemand, avec Madeleine Klaus et Roger Rouille, l'ancien maire, à Perpignan, à Radio Arels, on a enregistré une émission. Et ils m'ont dit, oh, ça va être diffusé dans le monde, la francophonie, et RFI, je me disais, c'est pas très sérieux. Mais alors, ils nous ont peut-être écoutés là-bas. Oh oui. C'est fou, hein? Bah ouais. Et le français est appris dans les classes, les collèges, tout ça, c'est appris? Ben oui, mais avec les moyens du bord, avec les enseignants qui sont pas formés, pas trop formés. Donc beaucoup d'enseignants hésitent à nous parler en français parce qu'ils apprennent le français aux enfants, mais eux, ils le parlent très mal. Mais c'est la langue officielle. Et puis bon, il faut dire quand même que les communications qu'on a en français sur WhatsApp ou comme ça, c'est parfait, hein, comme en français. Oui. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la langue officielle. Récemment, le maire de Funzane était venu à Saint-Estève, on l'avait invité, et il y a un élu de Saint-Estève qui lui dit, comme ça, mais monsieur, mais vous parlez drôlement bien le français, et où vous l'avez appris? Alors, ce monsieur, le maire, il me regarde comme ça, un air effaré. Il a été sidéré de voir le peu de connaissances qu'on avait sur leur... Il a dit, mais monsieur, c'est notre langue officielle. Ah bon, et je me demande s'il s'est même rendu compte de la connerie qu'il avait dit. Pour vous dire qu'on a une connaissance de l'Afrique qui est niveau zéro. Enfin, très peu. On ne sait pas. Et des élus, des gens, la seule chose qu'on peut nous dire, ah oui, oh, hein, ça va mal, mais voilà. Bon, on a dit ça, oui. Il y a des pays beaucoup plus près où ça va encore plus mal. Hein, donc, et c'est comme ça. Je sais pas, je vous saoule peut-être. Oui, madame. D'abord, je vous remercie infiniment parce que vraiment vous nous faites partager une expérience d'une façon très sensible. Donc merci. Mais voilà, je ne sais pas si ma question a un sens. Je voulais savoir s'il y a des écoles traditionnelles ou s'il y avait des écoles traditionnelles, quel était le système d'enseignement, qui cela concernait-il et qui apprenait-on? Alors, le système d'enseignement, il est calqué, et comme l'administration, elle est calquée sur le système français. Hein, donc, il y a l'école dans les villages, il faut 2 classes de CP. Donc, nous, on n'en a qu'une, mais 2 classes, parce qu'il n'y a pas de maternelle. Enfin, il commence à y avoir des jardins d'enfants. Enfin, avoir la formation des maîtres dans le primaire, il n'y a pas encore de formation pour la maternelle. Donc 2 CP, 2 CE, 2 CM, et puis ils vont en 6e. Puis il y a le 6e, etc., puis le lycée, etc. Et actuellement, il y a beaucoup d'écoles privées. Des personnes qui font une école privée. À tel point qu'il y a eu des difficultés récemment, à Funzane en particulier, où les profs du lycée officiel donnaient des cours au lycée privé et n'allaient pas au lycée officiel. Donc il y a eu de gros problèmes là, c'est une question d'argent. Et puis il y a des écoles, il doit y avoir des écoles coraniques de plus en plus. Hein. Et il y a aussi des écoles, disons, pour les personnes qui n'ont pas appris le français à l'école primaire et qui sont adultes, on commence aussi à leur parler dans la langue ou le boaba, pour passer un petit peu, pour qu'ils arrivent à la symbolique et qu'ils puissent apprendre le français. Effectivement, apprendre le français à un enfant qui n'a jamais entendu un mot de français, alors que chez nous, pédagogiquement, on dit qu'il faut baigner dans un bain culturel de français, lire des livres, entendre parler, etc. Et les petits, il y a la répétition, surtout, on leur fait répéter. Hein? Puis bon, ils sont nombreux dans les classes, ils sont 80, 100. Oh oui, c'est intéressant ça de voir ça. Maintenant, le problème, c'est que moi, je voulais faire des passerelles entre l'IUFM à Perpignan et l'IUFM là-bas, mais il y a des niveaux différents.
si vous voulez. Les enseignants au Burkina, pas tous, hein, mais beaucoup ont eu le brevet et puis ils sont passés enseignants. Mais si vous voulez, c'est le système français qui est utilisé. Voilà. Oh, oui. Ces jeunes sont sages, ils veulent apprendre. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après? Quel est leur débouché? Ils veulent une place dans un bureau. Je ne sais pas lequel. Ils refusent l'agriculture. Ouais. Ils la font, ils y vont. Si vous voulez, moi souvent, moi je suis fils de ouvrier agricole et j'ai travaillé le mercredi, etc. Mais mon père, lui, n'a jamais voulu que je continue, surtout dans la voie de l'agriculture. Surtout pas. Surtout pas. Là-bas, c'est peut-être aussi encore les 50 ans pas de retard, mais ça ressemble un petit peu au début du XXe siècle où les parents devaient envoyer les enfants à l'école, c'était les priver des bras pour l'agriculture. Ça ressemble à ça aussi. Mais il y a un autre problème, c'est que quand ils ont passé ceux qui doivent, par exemple, ils font la scolarité à Funzan, ils sont pas loin de la maison, tout au plus 10 km, qu'ils font allègrement tous les jours. Si c'est un petit peu plus loin, ben, ils dorment sur place, ils ont une petite maison. Moi j'ai vu des enfants de 11 ans passer la semaine seuls dans une case pour aller à l'école parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux tous les jours. Là, il y a pas si longtemps que ça. Et quand ils ont fini, quand ils sont en troisième, il faut qu'ils aillent après au lycée. Il y a un lycée à Funzan maintenant, donc ils restent. Mais à une époque, ils devaient aller à Houndé ou dans un village à côté, et ils n'avaient pas les moyens. Donc, ils revenaient au champ. Et on voit beaucoup de jeunes qui revenaient au champ. Et dès qu'ils peuvent, ils prennent un poste de la police, l'enseignement, etc. C'est marrant, c'est qu'ils veulent travailler dans l'administration d'un bureau, peu importe laquelle, mais c'est dommage parce qu'il y en a qui auraient des idées, ils pourraient valoriser, mais il faut des finances pour ça. Voilà. Je trouve que c'est pas encourageant du tout ce que vous nous racontez là. Il faut vraiment avoir je sais pas moi, l'âme glissée au corps pour essayer de faire quelque chose avec ces gens qui n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas les mêmes goûts, ils n'ont pas les mêmes appétences pour la connaissance. Je trouve que c'est complètement... c'est très difficile. J'ai l'impression que l'Afrique ne se développe pas vraiment, ça n'avance pas, non? Parce qu'il y a une bureaucratie, des dictatures, non? Ça, je ne peux pas dire, moi, quelles sont les raisons qui freinent vraiment l'Afrique. Je sais qu'il y a quand même un passé quand il y a eu... Alors là, peut-être on peut le développer. À un certain moment, ils ont aspiré à une indépendance. Hein? On a voulu leur donner l'indépendance. On a fait des protectorats, etc. L'expérience de la guerre d'Algérie a fait que ça a refroidi beaucoup de monde et on a... Enfin, ils ont préféré leur donner un petit peu de l'autonomie, mais on a gardé les mêmes personnes à la tête des administrations. Donc c'était des gens qui étaient acquis à la cause des Européens. Et puis ça perdure. Voilà. Et malheureusement, les gens qui ont essayé de secouer le cocotier, comme on dit, de faire des révolutions, type Sankara, hein, ben, bon, ils ont été éliminés parce que par les Africains et les Européens n'ont pas peut-être trop freiné, parce que Sankara, il disait, ça aussi c'est un personnage qu'il faut connaître. Que serait-il devenu, ça je ne sais pas, mais pendant 4 ans, il a vraiment fait bouger les choses. Par exemple, savez-vous que la journée de 8 mars, c'est le jour férié depuis longtemps au Burkina. C'est la journée de la femme. La journée des droits de la femme. C'est quand même, ils étaient un petit peu en avance par rapport à nous. Hein, donc eux, c'est une journée fériée.
C'est grâce à Sankara. Bon, il a fait beaucoup de choses comme ça. Maintenant, on peut le voir aussi négativement. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes maintenant, bon, avec les djihadistes qui sont au nord, on ne sait pas ce qui va. Voilà, on les a chassés de partout. Maintenant, ils ont trouvé une zone désertique qui est le Sahel, où ils ont trouvé des gens qui croyaient, les Touaregs ont fait allégeance aux djihadistes, et puis ils se sont aperçus qu'en fait, finalement, ça n'allait pas. Bon, il y a de gros problèmes. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne les connais pas. Mais quand même, quand on voit les modes de vie il y a 30 ans et maintenant, il y a des différences quand même, il y a des avancées. J'ai dit à un moment, on ne peut que se sentir jeune, on ne peut aimer qu'un pays où on se sent jeune. Moi, je me suis toujours senti avoir 14 ans, quand j'avais... J'ai vécu, moi, à 30 ans, des fois, des semaines au Burkina, comme je vivais à 15 ans dans mon village. Hein, me laver à la pompe, aller aux toilettes à l'intérieur, etc. Bon, donc, je pense que, bon, ça fait, il y a quoi, une différence de temps de 50 ans. À mon avis, ça va se combler. Hein. Ça va se combler, ça va vite. Hein. Maintenant, c'est sûr que l'administration et la politique, ils vont y faire beaucoup. Parce qu'il y en a qui ont intérêt à garder le... Quand je vous disais que le ministre est en 4x4 avec une roue de 4x4, je paye 4 écoles, oui, ben, chez vous, hein. Vous savez, hein, qu'il y a 3% des personnes qui possèdent, hein, plus. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous? À moi? Qu'est-ce qui a motivé cette parce qu'on ne peut être qu'admiratif. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette... Déclencher, c'est facile. Il y en a plein. J'en connais Continuer, c'est plus dur. Et motiver. Et surtout maintenant que je voudrais... j'ai dit, bon, j'ai écrit, j'ai tout dit, et puis vous voyez que j'ai pas tout dit, quoi. Mais qu'est-ce que c'est qui m'a... Oui, au début, comme ça, partir, aider, parce que c'est bilingue, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Vous étiez enseignant, mais... ouais, mais je le raconte un peu, c'est un petit peu des oui, j'ai pas lu le livre, alors... Toutes les conneries qu'on fait, les conneries. Je l'ai fait, moi, partir en 4x4 avec... traverser le désert avec un foulard comme Gérard Rolls, là, hein. Oui. On se prenait pour des aventuriers, etc. On a traversé tout le Tanasrouf, 800 km de désert en 2 jours. On est resté 2 jours à Thessalie, on est revenu. Enfin bon, pour porter des cahiers et des stylos qui étaient le lendemain sur le marché de Bamako. Bon, vous voyez, on ne le savait pas ça. Bon, après je l'ai appris, mais je ne sais pas trop pourquoi. C'est la rencontre aussi de personnes quand même. Oui, parce que vous disiez qu'il n'y avait pas de... Personne n'allait en Afrique dans votre famille et tout, donc ouais. Qu'est-ce qui a fait d'aller justement à la rencontre de ce pays, quoi, de ces gens? Je sais pas, peut-être que je suis papa comme eux, j'aime bien. Il y a une attirance quand même. Je vais vous dire une chose, mais ça c'est une question de caractère, parce que c'est ma femme qui le dit. Tous les mecs avec qui tu es parti, parce que j'en ai amené du monde là-bas, tu les as épuisés. Ils en avaient marre au bout de quelques jours de parler, de discuter, d'être avec les uns, etc. Et moi j'étais bien Maurice. Mais bon, je sais pas trop. Il y a des satisfactions quand même. Hein, on le voit. Mais bon, il y a des déceptions aussi. Oui, sûrement. Et alors l'eau de l'étranger? Ben, c'est la calebasse. C'est l'eau de l'étranger, c'est le geste. C'est le geste. C'est quand même, je répète, nous, on a tendance à suspecter tout ce qui arrive. Hein? Et, ben, eux non, c'est des leçons quand même, je sais pas. Mais
Non, mais c'est beau, on peut peut-être l'admirer. C'est vrai. Monsieur? Oui, madame. Et est-ce que vous avez, alors nonobstant les problèmes politiques qui peuvent être une entrave, mais est-ce que vous avez songé à un moment donné ou est-ce que vous avez eu envie de rester Là-bas? Oui. Moi, je suis toujours seul, je m'en vais. Vous y êtes toujours de toute façon? Ah, j'y suis. Oui. Mais bon, c'est vrai que je suis attaché aussi au pays catalan. En fait, j'ai envie de partir. J'ai vécu aussi, j'ai vécu 2 années, parce que bon, voilà aussi, d'où ça vient. C'est. Bon, moi j'avais 20 ans en 68. Bon, ce que ça implique. Et puis on vous dit, maintenant il faut que tu fasses l'armée. Quoi? Ah, bah, pas question. Je suis objecteur de conscience. Oula, c'est difficile, hein. J'ai pas été assez courageux pour être objecteur de conscience. Donc j'ai fait la coopération. Je suis allé, j'ai fait un dossier pour être coopérant. Donc, et puis comme je voulais vraiment partir, je me suis mobilisé, parce que quand je dis un truc, il faut que j'y aille au bout. J'ai pris ma voiture avec un copain et on est parti au ministère des Affaires étrangères là-bas et demandé un poste. On est rentré on a tapé à tous les bureaux. On est tombé sur un colonel qui nous a dit, je peux vous dire avec qui j'étais, hein, j'étais peut-être vous avez entendu parler, c'est un garçon qui fait plein de conférences, il s'appelle Yves Escape, qui est de Béziard. Oh, c'est un copain. C'est un copain. Ben lui, on est parti, on est allé au ministère, on a tapé, on est tombé sur le colonel d'Archie, et qui nous a dit, ben voilà, si vous voulez partir, vous partez. Il m'avait proposé, moi je me souviens qu'il m'avait proposé Pékin. J'ai dit, mais je ne veux pas partir à Pékin, moi. Puis la Louisiane. Et en fait, finalement, moi j'ai eu le Caire. Je voulais changer. Moi, si j'avais été à Barcelone, c'était mieux qu'au Caire. Hein. Je veux dire, je ne suis pas non plus. Et puis, bon, j'ai vécu 2 ans au Caire. Et si vous voulez, la vie de coopérant ne m'a pas tellement séduite. C'est même s'il y avait du pognon, on était. J'en étais aussi riche qu'en coopération. Puis je suis rentré. Voilà, je suis revenu, mais là quand même, peut-être pas tout le temps, mais partir. Mais les conditions ne sont pas favorables, franchement. Vous voyez là, sur les dépendants, comme disait je me suis fait enlever au Burkina, quelle tête j'aurais une balle dans les couilles. Ceux qui parlent catalan, je les entends d'ici. Hein. Qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas? Non, je n'ai pas du tout envie. Ça pourrait ne pas arriver, mais ça pourrait arriver. C'est moi qui aurais besoin d'y aller. Hein? Parce que pour plein de raisons. Je ne sais pas, à l'écoute, je raconte, il y a des moments merveilleux, des endroits, des soirées où on parle, on mange, etc. Et puis on s'aperçoit que ce qui reste du plat, parce qu'il y a toujours du riz en pagaille là. Alors il y a le riz gras ou le riz, ça dépend dans quelle famille on est invité. S'il y a le riz gras, c'est qu'il y a des morceaux de gras, dans l'autre il n'y a rien, c'est du riz. Et puis hop, on voit quelqu'un qui prend la bassine, qui s'en va plus loin. J'ai dit, où il va? Il va dans les fourrés et on voit 3-4 types, des personnes qui mangent là aussi. Qui mangent, mais c'était prévu. On a pensé aux autres. Vous voyez? Bon. Je ne veux pas non plus faire trop parler de solidarité africaine parce que il ne faut pas croire aussi. Hein, il y a l'histoire du don et du contre-don, c'est souvent ça. Hein. On rend ce qu'on nous a donné et on appelle ça la solidarité. Mais elle existe. Ici aussi, il ne faut pas croire les gens. Voilà. Il y a ça, cette façon de voir les choses. Et puis, ils apprennent beaucoup de trucs. Moi, ça m'a beaucoup appris. Quand je disais, on fait venir un conteur, il sort des contes africains,
quand on parle d'habitude, on ne voit que ce qu'il veut bien montrer. Et ensuite, il faut écouter ce qui se dit. Tous les proverbes africains ont une valeur. Je vais vous en donner un très simple. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec celui-là. Quels sont les 4 savoirs? Il y a 4 catégories de personnes. Il y a ceux qui savent des choses et qui savent. Bon, c'est des gens qui, etc., ils peuvent professer, etc. Il y a des gens qui ne savent pas, qui savent des choses. Nos vieux dans les villages savent, etc. Et ceux-là, ils se taisent, mais il faudrait les faire parler, parce qu'ils savent des choses et ils ne veulent pas le dire, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils savent des choses que les autres savent. Hein? Oui, c'est le mémoire du village. Il y a ceux qui savent pas, hein, comme la plupart d'entre nous, donc on a toujours envie d'apprendre. Alors, on connaît déjà. Et puis alors, il y a ceux que je repère tout de suite, c'est ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas. Ça, alors, je vous assure, c'est... On peut dire que c'est le corps dans toute sa splendeur. On peut lui expliquer un long et un large à travers, il n'y a rien à faire. Il croit qu'il sait. Il croit qu'il sait. Vous voyez? Et ça, ils le disent d'une façon que on ne peut pas... On est changé quand on voit. C'est une... Mais ça, si vous voulez, si on vous le dit à la clarté d'une loupiote, là, c'est ça aussi, et les lampes, c'est autre chose que l'électricité. Étudier sous un lampadaire, quand même aussi, on doit apprendre autre chose que étudier devant un ordinateur, chez nous. Même bien qu'il y ait des ordinateurs, mais des enfants qui étudient sous des lampadaires, il n'y en a pas mal. Ou des enseignants qui corrigent les copies avec une loupiote, une frontale. Ah ben oui, quand il n'y a pas d'électricité, on fait ça. À 6h, il fait nuit. Et quand vous prenez une rouste au Scrabble par un type que vous avez jugé inférieur, disons, comme ça, un prof là, qui, avec une frontale joue au Scrabble et qui vous fout une tannée pendant 4 ou 5 fois, même mon fils qui avait fait des études, ils se sont fait allumer. Tu reviens un petit peu à la réalité des choses. On voit des choses. Je ne vous ai pas fait. Je sais pas. Une question? Monsieur, peut-être vous aviez... Oui. Moi, je voulais dire, sur l'Afrique, bon, vous avez parlé des portables. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que les gens, ils n'ont pas de chèque, ils payent avec le portable. Et vous avez dans des villages, tout d'un coup, le portable sonne, il y a le grand-père, là, il appelle le petit-fils, et lui dit, ah, on a reçu 10 000 francs. Bon, tu vas donner 5 000 à ta soeur, 5 000 à ton grand-frère. Et le gamin paye le transfert de fonds. Ils ont supprimé les chèques. Et ça, c'est un nous, ça, c'est pas en ville, ça. Alors. Voilà. Et puis après, l'autre chose que nous, alors. C'est que ces pays-là, depuis près de 20 ans, on a fait beaucoup de découvertes de minerais. Par exemple, le Burkina, je ne sais pas pourquoi vous parlez peut-être de leur paillage. Oui, j'en ai parlé dans le livre. Non, mais je veux dire pour voir comment vous percevez. Moi, le Burkina, il y a 20 ans, il y avait 4-5 mines d'or. Aujourd'hui, il y en a 25. Et si vous faites la production d'or du Burkina, elle est 70 tonnes. Celle du Mali et du Niger à côté, ça fait près pareil, c'est 70 à 80. Ça fait, multiplié par 3, plus de 200 tonnes, 210, 240 tonnes. Bon, ça, ils sont les 3e du monde avec cette production. Devant les États-Unis, qui sont 4e avec 201 tonnes. Les 2 premiers étant la Chine et la Russie. Et vous, on n'existe pas. Enfin, si, on pourrait avoir, si on prenait l'or qu'on a dans Guyane. Enfin, bon, après, à Houndé, vous avez parlé tout à l'heure, il y a une ligne de manganèse aujourd'hui. Moi, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait une manganèse à Houndé pendant 40 ans. Il y a l'une qui s'est faite dans les 10 dernières années. Voilà. Et après, le dernier, je vais parler plus long, nous, on a une dette de, on dit 120%, peu,
les dettes ont été annulées, ils ont au pire 20-30% de dettes. Voilà. Donc pour l'avenir, je veux dire, il faut avoir ces chiffres. Enfin, il faut prendre compte qu'après, il y a l'autre problème aussi, c'est l'âge moyen, l'âge médian. Ah oui. C'est 18-20 ans. Alors ça, mais parlez un peu de l'orpaillage peut-être, parce que les gens savent pas ce que c'est l'orpaillage. L'orpaillage, moi ce que je sais, c'est que au niveau du produit national, ça a dépassé largement le coton. Hein, le coton. Bah, je peux faire une parenthèse, le coton, pourquoi sont-ils producteurs de coton? Hein, ben, il fallait faire des capotes hein, à l'époque, je pense. C'est pas ça? Non, ça apportait de l'argent frais, quoi. Oui, mais c'était pas... Après, il y avait les toiles. Au Burkina, il y avait une société qui était Boussac, qui fabriquait des toiles à vue. Oui, non, mais il y avait ça aussi, c'est qu'on en avait besoin. Et quand Sankara a voulu faire tous les... pour vous dire, Sankara, il a voulu que tous les fonctionnaires soient habillés avec du coton burkinabé. Rien qui venait de l'extérieur. Pas un fil qui doit venir de l'extérieur. Et d'ailleurs, ça s'appelait Sankara arrive quand les administrateurs, les gens dans les bureaux, ils devaient s'habiller avec une cotonnade. Et ils ne le faisaient pas. Mais il y avait un mot qui circulait dans les couloirs, on disait Sankara arrive, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui venait surveiller les gens qui étaient habillés ou pas. Oh, tout de suite, ils s'habillaient. Bon, on parlait donc de l'or. Nous, ce qu'on a vu, moi, ce que je l'ai vu, j'ai essayé de le voir, c'est qu'il vous dites qu'il y avait de ces mines, mais il y en a des trous, il y en a partout. Il suffit d'avoir, de prendre par exemple 3-4 sacs de mille, de pouvoir nourrir 4 ou 7 personnes pendant une semaine, vous vous installez quelque part et vous faites des trous. Et vous puisez, vous les nourrissez, et ensuite vous partagez l'or que vous avez trouvé. Mais encore faut-il pouvoir le trouver. Et comment ils le font? Alors là c'est un autre problème, comment on fait les trous, et etc. Là, ensuite, moi je les ai vus, il faut des petites pioches, des petits trous avec. Bon, et puis il faut passer aussi, il y a des gens qui font travailler les enfants. Là aussi, ça aussi il y en a. Hein. Et ces enfants, ils passent dans les petites mines, dans le trou, pour aller chercher la terre dans laquelle il y a de l'or. Et ensuite, après, il faut le traiter avec du mercure. Je ne vous dis pas la pollution, et puis les dangers. Et puis, qui le négocie, ça? Les Canadiens, ou enfin, c'est pas forcément... C'est pas très clair au niveau du gouvernement, hein, on ne sait pas trop. Non, c'est même pas clair. C'est ce qui finance le djihad. Voilà, en partie. Et là, bon, ils ont fait une... Alors pour parler de la politique au Burkina, maintenant, ils ont fait deux élections tout à fait démocratiques, une révolution aussi sans danger. Hein, ils ont élu un président, mais ils viennent de le chasser maintenant. Je ne vais pas dire gentiment, mais ils l'ont éloigné quelque temps, mais tout le monde est content, tout le monde dit, bon, voilà, peut-être que ça va revenir. Alors, je pense qu'il y a des anciens de Kampaoré qui reviennent, et peut-être qu'ils vont négocier avec les djihadistes, comme le faisait Kampaoré. Mais ça, je m'engage, je ne sais pas. Voilà. Mesdames. Question? Eh bien, merci. Merci Maurice.